Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 17 mai. L'Algérie et l'Arabie Saoudite signent un accord portant création du Haut Conseil de coordination algéro-saoudien à la faveur de la visite à Jeddah du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf. Poursuite des affrontements au Soudan, l'ONU prévoit plus d'1 million de réfugiés pour cette année. Perspective économique mondiale morose, les Nations Unies alertent contre une période prolongée de faible croissance. Et puis en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy est condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, une sanction inédite pour un ancien chef de l'État. Bonjour à tous. Les relations algéro-saoudiennes renforcées de plus belle avec la signature hier à Jeddah d'un accord portant création du Haut Conseil de coordination algéro-saoudien qui aura pour principale mission l'intensification et l'approfondissement des contacts et de la coopération entre les deux pays, d'autant qu'il fera l'objet d'une attention particulière et d'un suivi direct des dirigeants des deux pays. Le document a été signé par le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf et son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan Ben Abdallah Al Saoud. Les deux parties ont par ailleurs abordé les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion ministérielle préparatoire au sommet arabe prévu à Jeddah dans 2 jours. Et le ministre algérien des Affaires étrangères a par ailleurs rencontré ce mercredi à Jeddah son homologue égyptien Samah Chokri. Outre le renforcement des relations bilatérales, les deux ministres ont évoqué les différents dossiers régionaux d'intérêt commun et examiné les principaux points inscrits à l'ordre du jour des réunions ministérielles préparatoires au sommet arabe de Jeddah. Je vous en parlais en titre, les Soudanais continuent à subir les affres des combats qui ont éclaté depuis 1 mois entre l'armée et les paramilitaires, poussant des centaines de milliers d'habitants à fuir vers les pays voisins. L'ONU prévoit plus d'1 million de réfugiés pour cette année. Naïla et Hamouda. Fuir tant qu'il est encore temps, c'est l'état d'esprit de ces dizaines d'enfants et des femmes. Le Soudan peut compter sur ses voisins pour l'accueil de ces réfugiés. Depuis le début de la guerre, un flot continu de réfugiés soudanais se presse tous les jours au Port Soudan, l'une des principales portes de sortie du pays. Les pays voisins comme l'Égypte et le Tchad voient débarquer des réfugiés soudanais et les comptes de fortune se multiplient déjà. L'ONU s'attend à voir plus d'1 million de personnes quitter les zones de conflit cette année. Elle demande une aide de 470,4 millions de dollars. Les combats ont aggravé la situation humanitaire dans le pays, où 1 personne sur 3 dépendait déjà de l'aide humanitaire avant la guerre. L'ONU estime à plus de 3 milliards de dollars les besoins en aide humanitaire et pour les réfugiés. Ces fonds devraient permettre aux agences en charge de l'aide humanitaire de traiter les quelques 18 millions de personnes les plus vulnérables dans le pays. Alors que le gouvernement soudanais promet de rétablir la paix, environ 220 000 réfugiés ont déjà fui le pays. Les discussions entre les représentants des deux parties au conflit à Jeddah en Arabie Saoudite devraient se poursuivre pour parvenir à une nouvelle trêve qui permettrait notamment d'acheminer l'aide humanitaire. Les tractations pourraient entrouvrir la possibilité d'une réelle trêve. Jusqu'à présent, toutes les tentatives de cessez-le-feu ont échoué. Et toujours dans l'actualité africaine, le Burkina Faso a rejeté les accusations de l'ONU concernant l'éventuel assassinat de 500 civils par les forces maliennes dans la localité de Moura, au centre Ouagadougou, a rappelé que la crise sécuritaire actuelle au Sahel était une conséquence de la déstabilisation de la Libye en 2011. Neliman Zekar. Il y a 1 an, fin mars 2022, 500 personnes trouvent la mort dans des conditions troubles dans un village malien nommé Moura.
Très peu de témoins sur place. Depuis, l'événement demeure questionné. Pourtant, ce massacre fera grand bruit, incitant même les Nations Unies d'ouvrir une enquête. La conclusion est sans appel. L'armée malienne et les forces paramilitaires russes Wagner seraient responsables de ce massacre de civils dans un rapport rendu public le 12 mai dernier. Réfuté, Bamako a démenti et surtout fermement condamné les propos de l'instance onusienne, allant jusqu'à même les qualifier de récits fictifs. La réponse malienne ne s'est pas fait attendre. Une enquête fait état d'espionnage et atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Elle menace les agents onusiens de poursuite. De son côté, le gouvernement burkinabé s'invite dans les débats, s'étonnant de la découverte du fameux rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, frappé selon Bamako d'incompréhension quant aux conclusions. Dans la foulée, un communiqué signé du porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouedraogo, à travers duquel les autorités de la transition estiment que les forces combattantes maliennes ont mené avec succès une opération militaire d'envergure dans la localité de Moura, courant mars 2022, avec comme but principal de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes. Ouagadougou a dénoncé une approche des droits humains à géométrie variable qui consiste pour les Nations Unies à observer une complaisance suspecte face aux exactions des groupes terroristes et de condamner les actions des armées des pays du Sahel. Au Nigeria, à présent, des hommes armés ont attaqué hier un convoi américain dans le sud-est du pays, tuant 4 personnes non américaines et en kidnappant 3 autres. L'attaque a eu lieu dans le district d'Ogbaru de l'État de l'Anambra, où une opération de sauvetage et de récupération est en cours. Au Nigeria, toujours plus de 30 personnes ont été tuées dans des affrontements qui ont opposé des agriculteurs et des bergers dans des villages de l'État du Plateau. Les affrontements ont eu lieu dans plusieurs villages du district de Mangou. À la direction Proche-Orient, où l'escalade de l'État sioniste, l'entité sioniste se poursuit. Au moins 6 Palestiniens ont été blessés par balle ce mercredi à l'aube lors de l'incursion des forces d'occupation et des colons sionistes dans le tombeau de Youssef à l'est de la ville occupée de Naplouse en Cisjordanie. Par ailleurs, des dizaines de colons sionistes ont fait éruption ce matin dans l'enceinte de la mosquée sainte d'Al-Aqsa sous la protection renforcée des forces d'occupation. Ils y sont entrés depuis la porte des Maghrébins ayant pratiqué des rituels talmudiques. Dans le conflit russo-ukrainien à présent, et alors que les combats intenses se poursuivent sur la ligne de front, l'armée russe a annoncé avoir lourdement bombardé Kiev avec des missiles hypersoniques Kinjal. Pendant ce temps, un émissaire chinois a entamé une tournée européenne dans la perspective d'arriver à une résolution du conflit. Sofiane Baroudi. Alors que les troupes russes tentent de poursuivre leur avancée dans le chaudron stratégique de Bakhmut et seraient en train de mener une offensive limitée dans la région de Donetsk, les forces armées ukrainiennes continuent pour leur part de mener une résistance acharnée et arborent une tentative de contre-offensive sur les flancs dans cette bataille au cœur des enjeux dans le Donbass. Un premier missile Storm Shadow fourni par les Britanniques à l'armée ukrainienne aurait été intercepté par les défenses russes, alors que des médias russes annoncent la prise de Masyotovka sur la rive droite de la rivière Oskol, dans la région de Kharkov. L'armée russe a annoncé une attaque de grande ampleur sur Kiev, menée via l'utilisation de missiles hypersoniques Kinjal. Les défenses ukrainiennes ont été enclenchées et Kiev a annoncé avoir intercepté plusieurs missiles Kinjal et avoir abattu plusieurs autres missiles, selon ce qu'a déclaré le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiy Reznikov, qui a qualifié l'épisode d'attaque complexe. La défense russe affirme pour sa part avoir réussi à détruire la batterie de défense antiaérienne Patriot, qui ne serait pas capable d'abattre des missiles hypersoniques utilisés en grand nombre. Cette offensive russe sur Kiev est l'une des plus concentrées depuis le début du conflit. Elle aurait ciblé des points de concentration des troupes ukrainiennes ainsi que des dépôts de munitions. Ceci alors que l'émissaire chinois Li Hui, chargé de discuter du règlement de la situation en Ukraine, est à Kiev. Le représentant spécial des affaires eurasiatiques chinois, chargé du plan de paix pour l'Ukraine, devra se rendre dans plusieurs capitales européennes, à l'instar de Varsovie, Berlin ou Paris. Il se rendra également à Moscou pour tenter de trouver une issue politique au conflit de haute intensité ayant toujours cours sur le vieux continent. À ce propos, Budapest a exprimé son soutien
au plan de paix porté par Pékin. Cette déclaration a été faite par le chef de la diplomatie hongroise en visite en Chine. Pendant que les combats ne cessent de s'intensifier sur la ligne de front, des questions restent posées sur la capacité des forces armées ukrainiennes à mener une contre-offensive de grande ampleur, conduisant à des gains concrets. À ce propos, l'OTAN a annoncé que Kiev ne sera pas invité officiellement au prochain sommet de l'Alliance, qui se tiendra à Vilnius, dans la région baltique. Jens Stoltenberg a affirmé qu'il était inutile de discuter de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN tant que cette dernière n'aurait pas défait la Russie dans le conflit qui continue plus que jamais de secouer le vieux continent. Perspective économique mondiale, l'ONU tire la sonnette d'alarme. Les Nations Unies ont alerté contre une période prolongée de faible croissance. La raison, une multitude de crises qui ébranlent plusieurs parties du monde. Mohamed Walid Ben Chaban. L'année 2024 devrait connaître un léger ralentissement de la croissance économique mondiale. Le conflit russo-ukrainien, les hausses de taux d'intérêt visant à contenir l'inflation, les effets persistants de la pandémie, notamment le changement climatique, et les défis structurels macroéconomiques sont derrière les fractures qui empêchent tout de même l'accélération de la croissance économique dans le monde. Le dernier rapport de l'ONU a revu à la baisse les prévisions de croissance mondiale pour l'année prochaine. L'économie mondiale devrait maintenant croître de 2,3% en 2023 et de 2,5% en 2024, une légère hausse de prévision de croissance mondiale pour 2023. Aux États-Unis, la résilience des dépenses des ménages a entraîné une révision à la hausse des prévisions de croissance à 1,1% en 2023. L'économie en Europe, tirée par la baisse des prix de carburant et des dépenses de consommation robustes, devrait maintenant croître de 0,9%. En Chine, la croissance est désormais prévue cette année à 5,3% en raison de la levée des restrictions liées au Covid-19. Dans le continent africain, la croissance devrait légèrement ralentir à 3,4% en 2023 avant de passer à 3,5% en 2024. Selon l'ONU, l'économie mondiale est maintenant en phase de ralentissement synchronisé. Les défis politiques actuels exigent une coopération politique transfrontalière plus forte et des actions mondiales concertées pour empêcher de nombreuses économies en développement de se retrouver piégées dans un cercle vicieux de faible croissance et de dettes plus ou moins élevées. Je vous disais en titre, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné ce mercredi en appel à Paris à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, exécuté sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, une sanction inédite pour un ancien chef de l'État. L'avocate de ce dernier, Jacqueline Lafont, a annoncé que son client allait se pourvoir en cassation. Allez, parlons sport, football, à présent avec les dernières affiches de la Ligue des champions de l'UEFA. Qui du Real Madrid ou de Manchester City affrontera l'Inter de Milan en finale? On le saura ce soir. Hier, l'Inter, dernier club italien à avoir conquis la Ligue des champions en 2010, a de nouveau battu l'AC Milan 1-0 après le 2-0 de l'aller pour ramener en finale le pays du Calcio. Les entraîneurs des deux équipes se sont exprimés en conférence d'après-match. C'est évidemment une grande émotion, un rêve que j'ai eu avec mes joueurs, que nous avons nourri dès le tirage au sort. Nous avons dû croire en nous et nous sommes arrivés ici par le mérite. Personne ne nous a rien offert. Pour le moment, il n'y a que la déception. Il n'y a que la déception car nous aurions pu être en finale de Ligue des Champions. Mais si nous pensons que l'année dernière, nous sommes sortis en phase de groupe et que cette année, nous avons réussi à atteindre les demi-finales, nous pouvons et devons être fiers. Voilà, c'est la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.